Bonjour, on va changer un peu de sujet sur cette chaîne. Je vous propose une série de vidéos sur la préparation des moteurs 4 temps. L'autre jour, je regardais une vidéo de Coupable de tout. Il expliquait des choses, il passait très rapidement sur certains trucs. Je me suis dit, moi, que ça pouvait intéresser des gens. Alors, on va faire une série de 10-15 vidéos, là. Il y a plein de sujets à traiter là-dessus. Et puis on va essayer d'éclairer un peu ce sujet-là. Allez, on commence aujourd'hui avec quelques caractéristiques moteurs. Je vous mets un graphique. C'est la puissance au litre de cylindrée de quelques moteurs. Ça veut dire quoi la puissance au litre de cylindrée? On ramène la puissance d'un moteur comme s'il faisait 1 litre de cylindrée, 1000 cm3. Et puis on regarde pour 1 litre de cylindrée quelle puissance il pourrait sortir. Alors par exemple, là vous voyez un moteur de Formule 1, 850 chevaux, pour 1 litre 6 de cylindrée, on est à 530 chevaux litres. C'est évidemment le maximum, c'est de la Formule 1. Ferrari 296, 221 chevaux litres, Mercedes 45 AMG, 200 chevaux litres. Alors ça c'est un peu exceptionnel quand même, puisque c'est une voiture de série, entre guillemets, qu'on peut acheter. 200 chevaux litres, c'est déjà énorme. Une Audi RS3, 160 chevaux litres. Une Ferrari 812, 126 chevaux litres. Une Renault Clio 1.3 TCE, 105 chevaux litres. Et puis je vous ai mis une Peugeot 205 GTI des années 80. Cette voiture qui était considérée comme une sportive, elle faisait 130 chevaux, 1,9 litre de cylindrée, on était à 68 chevaux litres. La première remarque, c'est de dire que les moteurs ont énormément progressé entre la 205 GTI puis maintenant. Et puis la deuxième remarque, eh bien, c'est peut-être de remarquer une différence entre les moteurs turbo et les moteurs atmosphériques. Donc, vous voyez que la Ferrari 812, qui fait 800 chevaux, a une puissance au litre de 126 chevaux litres. Alors qu'une Renault Clio en est à 105 chevaux litres parce que c'est un moteur turbo. Donc vous voyez, on n'est pas très loin là. Et pourtant, on n'est pas sur le même type de voiture. Une Audi RS3, on est déjà beaucoup plus puissante qu'une Ferrari 812 Atmo. Il y aura bien une distinction à faire donc entre les moteurs atmosphériques et les moteurs turbo. On voit très nettement qu'un moteur turbo, il y a beaucoup plus de puissance au litre. En termes de préparation, ce sera sans doute plus facile d'obtenir de la puissance. Enfin, c'est pas sans doute, c'est sûr et certain. Avec un moteur turbo, on obtient de la puissance assez facilement. Voilà, le deuxième graphique, on va essayer de définir ce qu'est la puissance et ce qu'est le couple. Alors la puissance, c'est quoi? Eh bien la puissance, on va changer un peu la formule, et on va dire que la puissance, c'est la force fois la vitesse. Quand un véhicule se déplace, pour mesurer sa puissance, c'est la vitesse à laquelle on se déplace fois la force motrice qui permet ce déplacement. Donc d'ailleurs il y a des applications là qui permettent de calculer la puissance grâce à ça, avec en intégrant un peu d'inertie, etc. On arrive à avoir des valeurs un peu précises. Donc on voit bien la puissance, si on veut l'augmenter, il faut augmenter la force à la roue ou il faut augmenter la vitesse de déplacement. Bon, voilà. Évidemment, les deux valeurs sont extrêmement liées. On ne pourra pas augmenter la vitesse si on n'a pas assez de force pour tirer la voiture. La force à la roue, c'est quoi? La force à la roue, c'est le couple moteur. Donc on va en reparler de ça. Le couple, c'est pas forcément d'ailleurs comme ça qu'on devrait l'appeler. Et puis, donc je vous ai mis notre formule, P égale C oméga, c'est plutôt comme ça qu'on trouve la puissance. La puissance, c'est donc le couple moteur fois la vitesse de rotation du moteur, alors en radians par seconde dans cette formule. Voilà, donc ça c'est quand on passe un moteur au bas, on mesure en fait son couple. Comme on a l'indication de la vitesse à laquelle il sort ce couple, on peut calculer la puissance instantanée du moteur avec cette formule, P égale C oméga. Alors en réalité, le vrai débat c'est qu'est-ce qui est le plus important? C'est la puissance ou c'est le couple? Ouais, c'est un peu les deux, mais il ne faut surtout pas oublier le couple.
La puissance, ce serait plutôt une image de la vitesse maxi du véhicule. Plus j'aurai de puissance, plus je pourrai aller vite. Et puis le couple, ce serait plutôt l'accélération. Plus j'ai de couple, et plus j'accélère fort. Alors on peut se rendre compte de ça si on met une voiture de même puissance essence, sans turbo, et diesel avec turbo. Les moteurs diesel, hein, ils ont beaucoup de couple. Alors, on n'est pas forcément sur des grosses puissances, mais ça a beaucoup de couple et ça accélère fort. Voilà. Pour la même puissance, un moteur atmosphérique, eh bien, il va accélérer un peu moins fort parce qu'il y a moins de couple. Donc voici les courbes de couple et de puissance qu'on peut observer. Ça c'est des relevés au bas. Hein. Donc en abscisse on a le régime et puis le couple et la puissance. Donc tout est lié. Quand le couple baisse, et bien évidemment la puissance va baisser puisque alors quand le couple baisse beaucoup, la puissance va baisser puisque la puissance c'est le couple fois la vitesse de rotation. Ça amène deux remarques ça. Pour augmenter la puissance, on a donc deux solutions, augmenter le régime moteur ou augmenter le couple. Et augmenter le couple, ça veut dire augmenter la masse de gaz qui rentre dans le cylindre. On reparle du couple ici. Donc le couple, c'est la force fois la distance. Alors, on parle de couple là, en fait c'est un abus de langage. Hein. Un couple, normalement, c'est deux forces, deux directions opposées, de même intensité, patati patala. En réalité, dans un moteur, ce qu'il y a, c'est un moment de force. C'est une force fois une distance. Bon, ça revient au même, on emploiera le mot couple, c'est pas très grave. Alors, ce qui se passe, c'est qu'au-dessus du piston, on a une explosion hein, qui se déroule. Cette explosion, elle va transmettre à l'axe de piston une force F1 qui va se décomposer en F2 et puis une autre force qui va générer des frottements en fait. Hein. Et puis cette force, elle va s'appliquer au bout de la bielle, à l'autre bout de la bielle, et suivant le bras de levier du maneton. Alors le maneton, en fait, c'est la distance du vilebrequin, là, et ça vaut par construction une demi-course. On va reparler de la course et de l'alésage tout à l'heure. Alors une demi-course, ça veut dire que si je veux augmenter le couple, F fois D, j'ai deux solutions. Soit j'augmente la force de l'explosion, soit j'augmente la distance du maneton. Voilà. Si j'augmente la distance du maneton, effectivement, pour la même force, je vais augmenter mon couple. Alors on verra que c'est pas si facile dans un moteur parce qu'il y a d'autres contraintes. Et puis augmenter la force, eh bien c'est augmenter l'explosion au-dessus du piston. Alors pour augmenter l'explosion au-dessus du piston, il n'y a pas beaucoup de solutions, eh il faut rentrer un maximum d'air et d'essence. L'air et l'essence, on en reparlera, c'est dosé très précisément en termes de grammes. Pour augmenter cette explosion, il faut mettre plus de gaz. Donc c'est là que les moteurs turbo interviennent. Si j'ai un moteur turbo, je gave le moteur d'air, je pourrais donc injecter beaucoup d'essence et j'aurai une très forte explosion. Ensuite, sur les moteurs atmosphériques, pour augmenter le remplissage, ça s'appelle le remplissage, il va falloir jouer sur d'autres paramètres, l'aérodynamique des conduits, le temps d'ouverture des soupapes, des choses comme ça. Et puis, c'est en ça que les moteurs ont beaucoup progressé. Hein. Qu'est-ce qui se passe dans la chambre de combustion? Les mouvements de l'air qu'on donne, le tumble, le swirl, voilà. Tout ça, là, c'est ce qui a fait progresser énormément les moteurs en 20 ans. Donc, je répète, pour augmenter le couple, soit on augmente la force de l'explosion, soit on augmente la distance du maneton. Alors, la distance du maneton, ça nous amène à l'architecture du moteur. L'architecture du moteur, je ne vais pas vous parler des moteurs en ligne, en V, etc. Vous connaissez sans doute, si vous êtes là. Je vais vous parler, moi, de l'alésage et de la course. L'alésage, c'est donc le diamètre du piston. Hein. Plus le diamètre du piston est gros, plus l'alésage est gros. Et la course, c'est la distance que parcourt le piston du point mort haut au point mort haut bas. Donc la course, en fait, c'est bien le vilebrequin qui l'a fait, c'est la distance du maneton, c'est ce qu'on a parlé juste avant. Alors, on appelle un moteur longue course
quand la course est supérieure à l'alésage. Par exemple, j'ai regardé, la classe A 45 AMG, elle a un alésage de 83 mm et une course de 92 mm. Donc là, on a un moteur longue course, la course est supérieure. Les moteurs carrés, la course sera strictement égale à l'alésage, bon, ça n'existe quasiment pas, hein, et puis le moteur super carré, la course est inférieure à l'alésage. Donc là, on a des pistons qui ont un diamètre plus important que la course. Par exemple, la Ferrari 812, elle a un alésage de 94 mm et une course de 78. Donc là, l'alésage est supérieur, c'est un moteur super carré. Et bien, si j'ai pris ces deux voitures, c'est pas un hasard. La première, c'est un moteur turbo, et l'autre, c'est un moteur atmosphérique. Donc, dans un moteur turbo, on peut se permettre d'avoir une longue course parce que ce n'est pas le régime moteur qui va nous donner un avantage. Ce sera le remplissage du moteur. Par contre, la Ferrari 812, eh bien, la course sera plus faible, l'alésage plus gros, parce que là, on cherche les hauts régimes. Donc, ce qu'on veut là, c'est que ça tourne vite. Alors, pourquoi la course est un problème pour tourner vite? Eh bien, il faut imaginer que le piston se déplace du point mort haut au point mort bas. Donc dans le premier exemple, là, il fait 92 mm de distance, et dans le deuxième, 78. D'accord. Au même régime moteur, si il parcourt plus de distance, par exemple à 3000 tours, hein, s'il parcourt plus de distance, sa vitesse au piston sera plus importante. Son accélération sera plus importante, puisqu'il a plus de distance à parcourir dans le même temps. Donc évidemment, on ne peut pas aller au-delà de certaines caractéristiques. Hein. La vitesse du piston est limitée par les matériaux du piston, du cylindre, etc. Donc vouloir faire tourner très vite un moteur avec une longue course, c'est un peu illusoire parce que on sera forcément contraint par la vitesse avec ça. Donc ça c'est la course. On ne peut pas aller, on ne pourra pas monter en régime si on a une course trop importante. L'alésage, quel est l'avantage d'avoir un gros alésage? Eh bien, si mon piston est très gros, mais ça veut dire que dans la chambre de combustion, j'ai beaucoup de place pour mettre des soupapes. Hein, donc, ou des grosses soupapes, ou 4 soupapes, ou 4 grosses soupapes. Voilà. Donc, plus mon piston sera gros, vous comprenez bien que là, un piston avec un alésage de 84, des soupapes plus grosses que un de 94, pardon. Ouais. Donc ça, c'est un avantage. Alors, évidemment, on ne peut pas aller non plus trop loin dans l'alésage parce qu'après, on a des problèmes de fronde de flamme. C'est-à-dire que quand l'étincelle se déclenche, il faut que la flamme, le front de flamme, puisse aller jusqu'au bout de la chambre. Plus la chambre va être grande et plus ça va être compliqué. Ouais. Mais alors, en gros, c'est un compromis. Et il faut retenir que plus l'alésage est grand, plus on pourra prendre de tours par rapport à la course. Plus la course est grande, moins on pourra prendre de tours. Ouais. Donc ça, c'est quand vous voulez préparer un moteur, déjà il faut regarder ça. Si votre moteur a une course longue, vous serez limité en régime. Hein. On ne pourra pas prendre des régimes importants. Alors on verra si ça vous intéresse, on fera une vidéo spécifique sur la vitesse des pistons, l'accélération et voir s'il y a une limite et à partir de quand on arrête, quoi. Voilà sur l'architecture des moteurs. Une deuxième chose, l'architecture des culasses. Je vous ai mis deux culasses, là, trois, mais les deux premières sont intéressantes. La première, c'est une culasse cross-flow. Cross-flow, ça veut dire que le flux va traverser la culasse. On a une soupape d'admission qui est d'un côté, la soupape d'échappement qui est de l'autre. Donc le flux, quand il traverse, c'est facile. Il est aspiré d'un côté, il ressort de l'autre. Et puis la deuxième culasse, là, vous avez une culasse avec les soupapes côte à côte. Or, les soupapes côte à côte, ben, ça va être moins favorable parce que, effectivement, il va falloir changer de côté de gaz. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Dans un sens, eh bien, le flux est assez régulier, puis dans l'autre, ça va casser le flux. Et puis la troisième image que je vous ai mise, c'est une culasse 4 soupapes. Alors, les petites soupapes, c'est l'échappement, les grosses, c'est l'admission, ça c'est connu. Ça, c'est une culasse de Formule 1, hein, je crois. Donc, en fait, on pense que c'est exceptionnel. Eh bien, regardez, il n'y a rien d'exceptionnel. Hein.
Par contre, on voit bien que les soupapes occupent toute la place quasiment, hein. On n'a pas plus de place que ça. Et puis on peut voir quand même ici là, un petit rebord qui doit avoir une grande utilité. Donc en fait, hein, tout ce qu'il va y avoir dans la chambre de combustion, là, les formes un peu bizarroïdes, c'est pour donner du mouvement au gaz lors de la phase de compression. Quand le piston remonte, là, les gaz sont poussés, et puis on va leur donner du mouvement de tourbillon dans un sens ou dans l'autre, dans l'axe vertical et l'axe horizontal. C'est le tumble et le swirl. Voilà. Ça va permettre, quand ils vont avoir beaucoup de mouvement, les gaz, là, et que de bien mélanger l'air et l'essence, d'avoir un mélange très homogène partout dans la chambre en fait, le but, hein, c'est que tout brûle. On a toujours, lors d'une explosion, des imbrûlés, et nous, ce qu'on veut, c'est que tout brûle. Donc voilà, on va faire un gros mélange pour essayer de tout brûler. Et ça, ce sera plutôt favorable à la puissance. Voilà, on va arrêter là pour ces quelques considérations moteurs de départ. On a déjà mis le doigt sur 2 ou 3 choses, hein, les moteurs turbo, les moteurs Atmo, la course et l'alésage qui limitent le régime moteur. Voilà. L'architecture des culasses aussi, qui va être très importante, notamment sur moteur atmosphérique. Voilà. Donc on va scinder la préparation des moteurs en 2. Moteur atmosphérique, moteur turbo. On ne va pas chercher la même chose à chaque fois. Voilà, si cette vidéo vous a plu, cliquez, abonnez-vous et on fera d'autres vidéos. Merci, au revoir.